Oui, bonjour à tous. Merci d'être présents tant en visioconférence que dans cette salle de Digital Village. Donc, nous débutons une session des événements de sciences et société, les déjeuners des curieux, qui est organisée à la fois par l'Université Paris-Saclay et l'UMR s'adapte. L'objectif est de présenter les travaux de recherche de cette UMR qui est consacrée à l'agriculture sous tous ses aspects, avec des recherches en économie, en géographie, en agronomie. Et puis de discuter avec vous, c'est surtout ça que l'on attend, c'est de discuter nos projets de recherche, nos résultats de recherche et notre comment dire et nos méthodologies, parce que vous savez que la science est de plus en plus éloignée de la société civile et on tient à partager nos résultats et à les faire discuter. Donc aujourd'hui, je vais laisser la parole à nos deux chercheurs intervenants et à Loïc Chauveau de Sciences et Avenir qui vont nous parler des jeux sérieux en agriculture et de l'utilité de ces jeux sérieux tant pour la recherche que pour les agriculteurs. Nous sommes partis pour 45 minutes de présentation et ensuite 15 minutes de questions, tant dans le chat que dans la salle. A tout de suite. Alors, merci Véronique. Donc, bienvenue à ce déjeuner des curieux qui est donc consacré aux jeux sérieux. Donc ça fait un peu bizarre, jeux sérieux, c'est un oxymore. C'est pourtant une pratique qui est ancrée depuis quand même plusieurs siècles. Il faut remonter à la Renaissance italienne pour retrouver les premières places de jeux sérieux. Ça a été utilisé pendant très longtemps effectivement pour les jeux guerriers, pour l'art de la guerre, les stratégies militaires, puis ensuite pour des buts commerciaux. Le jeu sérieux, c'est jouer un peu à la marchande, mais de façon un petit peu plus sérieuse que les jeux d'enfants. Et puis pour résumer, cette technique, elle ambitionne en fait la diffusion efficace d'un enseignement qui sort du rapport maître-élève et qui permet l'échange de connaissances entre tous les participants. C'est une approche transversale, donc. Et elle débouche sur une sorte d'entraînement, parce qu'en fait, on peut, avec le jeu, voir plusieurs possibles, essayer des scénarios divers et donc approcher des futurs possibles également, des évolutions qui peuvent arriver quand les rapports changent. Et donc ces jeux sérieux, on le verra un petit peu plus tard d'ailleurs, ils sont de plus en plus utilisés dans l'agriculture. Ça m'a beaucoup surpris. J'ai vu dans un graphe qu'on vous montrera plus tard effectivement que cette technique dans le milieu agricole, elle a un beau succès, simplement parce que l'agriculture a des mutations, vous n'ignorez pas, des mutations très fortes. L'agriculture est sous contrainte économique avec un système alimentaire dysfonctionnel qui fait que le producteur de nourriture ne vit plus de son travail, climatique avec le secteur de l'agriculture qui pèse 22% des émissions de gaz à effet de serre, alors que le secteur, paradoxalement, est aussi celui qui est le plus victime des aléas. Et puis écologique, enfin, avec des risques sur la santé humaine du fait d'exposition aux pesticides, aux nitrates, mais les premières victimes, d'ailleurs, sont les agriculteurs eux-mêmes. Une diminution des populations d'animaux sauvages, une pollution diffuse et globale des rivières, des eaux souterraines et des sols. Bon, ces constats font l'objet d'un large consensus scientifique. Ils se traduisent un petit peu plus lentement dans les politiques publiques françaises et européennes et dans le changement effectif des pratiques, parce que ça a un coût politique, un coût économique, un coût sociologique. Et on s'aperçoit, le constat que font les chercheurs, c'est que la multitude d'acteurs de ce système alimentaire ne se parlent plus. En dehors des négociations économiques, des questions de coûts, mais avoir des questions de fond sur qui fait quoi, comment, avec quelles relations humaines, des relations sociales et économiques, ça manque. Et donc c'est là où le jeu sérieux peut permettre effectivement de débloquer les choses. Alors voilà, nous avons deux personnes qui vont nous parler de ces sujets-là. Solène Plissonnier, donc, qui est enseignante-chercheur à AgroParisTech et dont les thèmes de recherche, justement, c'est les interactions culture-élevage à l'échelle d'un territoire. Et donc Marc Léandri, qui est maître de conférences en sciences économiques à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, avec des thèmes de recherche sur l'économie des maladies vectorielles, l'économie de la pollution, les services écosystémiques, le développement durable.
Alors ce déjeuner d'écurier va suivre 3 plans de longueur à peu près égale. Nous allons d'abord faire un constat de la situation actuelle de l'agriculture, puis nous allons voir où sont les points de blocage et comment les jeux sérieux peuvent les débloquer. Et enfin, nous verrons les solutions qui peuvent émerger de ces nouvelles méthodes. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais commencer par vous, Solène Plissonnier. Vous pouvez nous indiquer quels sont justement le bilan qui est fait, les constats qui sont faits sur le paysage agricole actuel. Quels sont les constats que vous faites, vous, dans votre approche scientifique? Merci. Oui, bonjour. En effet, aujourd'hui, on a des territoires qui sont plutôt spécialisés. Si vous pensez par exemple au nord de la France, qu'est-ce que ça vous évoque en termes de paysage agricole? Quel type? Oui, plat. Plat, mais surtout, on voit beaucoup de grandes cultures, de cultures spécialisées. On pense à la pomme de terre, on pense à la betterave. À l'inverse, il y a d'autres régions où on va avoir plutôt l'image d'élevage bovin, par exemple. Si on pense aussi à la Bretagne, on va avoir plutôt l'élevage porcin. Et puis on a des zones où on pense aussi aux zones viticoles, aux zones arboricoles. Bref, des territoires plutôt spécialisés, avec des paysages qui sont du coup de plus en plus simplifiés et en parallèle des pratiques qui s'intensifient. Et donc tout ce contexte va aboutir à des impacts assez importants sur la biodiversité, sur la santé des écosystèmes, sur la santé humaine. Et donc l'idée à travers nos recherches, c'est d'essayer de déspécialiser et de créer des reconnexions, puisque avec cette spécialisation, on a une spécialisation vers les productions végétales de certains territoires et une spécialisation vers les productions animales d'autres territoires. Oui, donc avec des conséquences mais qui sont parfois invisibles. Je pense au flux de nitrates et on a même pu mesurer d'ailleurs au niveau de régions même comme l'Île-de-France des travaux qui ont montré justement tout le cheminement des nitrates et tous les flux en excès qui pouvaient être produits. Vous pouvez nous expliquer un peu ces travaux? Oui, du coup, on va avoir dans les zones spécialisées en production animale, on va avoir des excès d'effluents qui vont créer des surplus d'azote qui risquent de lessiver et d'aller polluer notamment les nappes d'eau. Donc c'est une première... D'azote organique. Oui. Et à l'inverse, dans les zones qui sont spécialisées en grande culture, on va utiliser des fertilisants de synthèse et donc de l'azote de synthèse qui, s'il est utilisé en surplus ou à des mauvais moments, risque aussi de lessiver et de se retrouver dans les nappes. Alors, Marc Léandri, oui. Est-ce que vous voulez parler près du micro? Ah, pardon. Excusez-moi. Je ne suis pas très habitué à ce... Alors oui, Marc Léandri, si on vous invite, c'est un petit peu sur le même constat de blocage, de difficulté à relier des gens qui ne se parlent plus ou qui ont perdu l'habitude. Donc ça, c'est le concept de One Health. Comment est-ce qu'on fait effectivement sur des secteurs qui sont aujourd'hui, mais alors vraiment avec des connexions qui sont très rares, qui sont très difficiles entre la santé humaine, la santé animale et l'environnement. Ce concept de One Health, est-ce que vous pouvez déjà nous le détailler, nous l'expliquer? Alors oui, bonjour à tous. Volontiers, c'est bon, comme ça pour le son. Juste pour compléter ce que disait ma collègue sur les pratiques d'intensification et amorcer comme ça le lien avec la thématique de santé dont on va reparler tout à l'heure, je tiens à rappeler également qu'une des manifestations de cette intensification, c'est l'homogénéisation d'un certain nombre de pratiques et notamment des espèces qui sont à la fois élevées ou cultivées, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur un type d'espèce, soit animale, soit végétale. Solène l'a bien dit sur les différences géographiques qu'on peut observer, notamment en France. Et cette homogénéité, en fait, elle représente un risque important, une forme de vulnérabilité, comme on a pu le voir avec des épisodes, par exemple, de peste porcine, qui ont fait que dans des élevages extrêmement homogène en termes de race porcine. On a vu la production chinoise de porc en 2019 qui a chuté de 25%. Étant donné l'ampleur de cette production, ça a eu des répercussions mondiales sur le marché du porc. On a eu la même chose également sur les variétés de riz, puisque, comme vous le savez, dans les années 70, il y a eu une révolution importante au niveau agricole avec l'introduction de variétés à haut rendement. Ces variétés, si elles ont l'avantage, comme leur nom l'indique, de nous permettre un rendement élevé, elles rendent en revanche ces cultures plus vulnérables à des épidémies. Et donc en l'occurrence, je vais le lire parce que j'arrive pas à me retenir de tête, la périculariose du riz, qui a frappé
plus de 80% de la production risicole aux Philippines dans les années 80, avec donc les dégâts qu'on peut imaginer à la fois en termes d'alimentation et puis économiques pour les agriculteurs qui en vivent. Donc ça, c'est pour montrer cette vulnérabilité qu'on a en termes de santé animale et de santé végétale, pour pouvoir mieux introduire donc, le cadre One Health, une seule schéma, santé. Et juste pour avoir une idée, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui avaient déjà entendu parler du concept de une seule santé ? Oui, quand même, d'accord. Ça donne un petit peu une image, selon vos profils, bien sûr, hein, mais on va dire de l'imprégnation petit à petit de ce cadre d'analyse de santé publique qui a commencé il y a une vingtaine d'années maintenant avec l'implication de grandes institutions internationales et puis qui aujourd'hui prend de plus en plus de formes concrètes avec des programmes de recherche, mais aussi avec une opérationnalisation via des systèmes de surveillance notamment. Et donc le concept One Health, comme vous le voyez, il est assez simple à illustrer et finalement il est très intuitif pour la plupart d'entre nous, à savoir qu'il nous explique que les santé des humains comme des animaux, comme de l'environnement, des écosystèmes, au sens le plus large possible, ces santés sont interconnectées. Et cette interconnexion, même si dès qu'on s'intéresse un petit peu à la soutenabilité de certaines pratiques agricoles ou autres, on en est conscient, elle permet, en insistant sur ces liens, d'aborder les problèmes d'une manière moins, ce qu'on va appeler sectorielle, moins en silo, en ne se préoccupant pas juste d'un problème de santé humaine qu'il faut régler en bout de chaîne, mais en imaginant que si ce problème de santé humaine est lié avant à une question de santé animale ou de santé environnementale, ça peut avoir du sens, voire beaucoup de sens, de s'en occuper en amont avec de la prévention sur le secteur animal pour éviter que derrière on ait par exemple une zoonose qui vienne frapper la population humaine. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple justement de programmes qui existent déjà, qui ont permis effectivement de mieux contrôler une zoonose Alors, je pense que l'incarnation pour moi, la plus évidente de l'intérêt de cette vision interconnectée, c'est sur la résistance aux antimicrobiens. La résistance aux antimicrobiens, là aussi, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez dû entendre notamment des spots, les antibiotiques, c'est pas automatique, qui nous rappellent que plus on utilise des antibiotiques, et pas seulement en France, mais à l'échelle internationale, et cette consommation a été énormément accrue, notamment dans des pays en développement comme l'Inde, avec l'accès au générique, plus on utilise ces antibiotiques, plus les résistances développées par les bactéries qui sont les cibles de ces antibiotiques vont se développer également. Et le problème, c'est que ces antibiotiques, on les utilise non seulement en santé humaine, mais également en santé animale et en santé environnementale, puisque dans certains pesticides, vous pouvez avoir des antibiotiques. Et donc, à ce titre, on a vraiment un problème global qui représente un coût que la Banque mondiale a récemment évalué, qui pourrait, donc, dans le scénario le plus pessimiste, être à près de 4% du PIB mondial en 2050, et surtout beaucoup de gens qui ne pourront plus être soignés parce que ces antibiotiques seront devenus inefficaces à cause de cette résistance. Donc ça, c'est le constat qu'on fait en utilisant le prisme One Health, donc en se rendant compte qu'on a cette interconnexion sur consommation d'antibiotiques chez les humains, chez les animaux et l'environnement. Et derrière, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme outil, puisque c'est ça finalement la question un petit peu légitime qui vient derrière, hein. Comprendre les problèmes à travers le cadre, c'est une chose, mais derrière, qu'est-ce qu'on peut proposer comme instrument ? Et là-dessus, la Banque mondiale a déjà pas mal avancé, avec notamment l'idée de relier des systèmes de surveillance, c'est-à-dire que dès qu'on observe que, par exemple, dans la sphère humaine, il y a une résistance accrue à telle molécule, eh bien, on va regarder aussi si, dans le plan animal, on n'a pas le même phénomène qui se passe. Et si on arrive à croiser les données, et alors là-dessus, je rebondis sur le sommet de l'intelligence artificielle qui est en ce moment, mais là-dessus, l'intelligence artificielle pourrait aider à croiser de façon plus efficace et rapide ces données. Là, on peut avoir des alertes beaucoup plus tôt et donc mettre en place des développements de médicaments alternatifs. Je voulais demander à Solène, justement, ce concept One Health, quand vous êtes sur le terrain, quand vous travaillez, quand vous voyez vos travaux sur l'agriculture telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, est-ce que ce concept-là, vous le rencontrez ? Est-ce qu'il peut être pertinent dans vos analyses et dans vos constats ? Oui, il peut être pertinent. Après, il n'est pas forcément abordé directement, mais on peut le retrouver indirectement parce qu'en essayant de reconnecter production animale et production végétale, on va essayer d'optimiser le système et du coup de favoriser la santé
des deux côtés et de trouver des pratiques qui permettent d'agir sur les deux leviers, par exemple. D'accord. Et donc, il y a eu quelques exemples quand même, vous parliez de la Banque mondiale, des choses concrètes qui sont en train de se réaliser donc, sur ces liens. Alors, la Banque mondiale, c'est un bon exemple à l'échelle internationale en termes d'institutions, sachant que la Banque mondiale, ils ont un moyen d'action qui est celui qui marche le mieux de façon universelle, c'est l'argent, à savoir qu'aujourd'hui, ils ont mis en place des critères qui font que, à demande de financement équivalente sur des projets qui se ressemblent, si un des projets met en avant une dimension One Health, notamment sur des critères de résistance antimicrobienne, ce projet sera favorisé. Donc ça, c'est typiquement le genre d'incitation. Alors moi, en tant qu'économiste, je suis plutôt familier de ces mécanismes-là. C'est le genre d'incitation qui peut permettre d'implémenter, d'opérationnaliser cette approche One Health. Bien, alors, voilà, on a un petit peu dressé le décor. On va rentrer concrètement maintenant sur ce qu'est le jeu sérieux. Alors justement, Solène, vous allez nous expliquer comment vous faites, à quoi ça ressemble. Quand vous arrivez dans un territoire avec des acteurs, des agriculteurs, des filières, des techniciens agricoles, etc., comment vous opérez ? Qu'est-ce que vous leur proposez ? Déjà, on essaye de comprendre quel est le problème. Donc, on fait un diagnostic pour essayer de comprendre comment les acteurs travaillent ensemble, quelles sont leurs problématiques, est-ce qu'ils ont des problématiques communes. Et à partir de ça, on va voir qu'est-ce qu'il est pertinent de construire avec eux. Donc, ça peut être des jeux sérieux parce qu'en effet, comme vous l'avez dit, c'est très à la mode. Et donc, on peut essayer de voir s'il y a des outils ou des jeux qui existent déjà et qu'on pourrait simplement réadapter. Ou alors, on crée quelque chose de nouveau comme ce que je vais vous présenter juste après. Est-ce qu'il y a un constat de la part des gens que vous rencontrez que quelque chose ne va pas, justement ? Oui, alors après, ça dépend vraiment des territoires et des collectifs avec lesquels on va travailler. Mais par exemple, sur mathématiques des interactions culture-élevage, on fait des constats qui sont liés à ces spécialisations très fortes et du coup avec une volonté de recréer des liens entre les gens, entre les activités, pour essayer d'actionner les différents leviers. Alors, vous pouvez nous montrer un peu Oui. Comment ça se passe ? Donc par exemple, je vais essayer de ne pas tomber. Vous voulez que je tienne le micro ? Oui, donc là, c'est un jeu qui vise à développer, par exemple, le pâturage au vin de plaine. Donc, par exemple, dans des zones céréalières qui sont spécialisées, où on trouve qu'il y a un intérêt, où les acteurs trouvent qu'il y a un intérêt à venir amener de l'élevage. On a créé un jeu qui vise à collectivement créer des itinéraires de pâturage pour des moutons. Donc là, je vais vous montrer un exemple de plateau. Merci. Un exemple de plateau qui représente un territoire sur lequel il y a des parcelles agricoles. Donc c'est ce qu'on voit à l'écran sur le... Voilà, donc ça c'est un exemple de plateau de jeu. Vous avez des parcelles agricoles avec une couleur par exploitation. Donc sur ces parcelles, on va venir positionner des ressources qui sont potentiellement pâturables par des troupeaux. Donc là par exemple, on pourrait pâturer du blé en début de cycle, des prairies, des pailles post-récolte, de la luzerne. Voilà, donc on a un pion par type de ressources. On va les positionner sur les parcelles et on va construire avec les participants un itinéraire pour les troupeaux, le ou les troupeaux, avec un petit pion mouton, comme ceci. Donc il y a plusieurs pions moutons. Et donc l'idée, c'est d'inviter par exemple les céréaliers qui gèrent ces parcelles, le berger qui souhaite pâturer sur ce territoire et créer ensemble un petit parcours pour le troupeau. Voilà. Donc concrètement, derrière ce jeu, il y a des troupeaux entiers, il y a des dizaines, voire des centaines d'animaux, il y a des champs de luzerne, il y a des... Oui. Et il y a derrière peut-être un agriculteur qui faisait que des céréales, qui va faire des légumineuses, des choses comme ça. Est-ce que je résume un peu abruptement ? Oui, alors du coup, ce plateau, on peut l'adapter, on peut aller dans plein de territoires différents et le réimprimer. Et donc, selon le collectif avec lequel on va travailler, soit c'est des gens qui pratiquent déjà un peu, et donc on va vraiment représenter leurs ressources et utiliser les caractéristiques du troupeau, soit c'est un berger qui veut s'installer, et donc là, on va commencer à imaginer un scénario d'installation en essayant de mesurer potentiellement la taille de son troupeau. Soit c'est un collectif qui n'est pas encore monté, c'est une situation un peu fictive et donc on peut créer quelque chose de nouveau.
Et il y a un mouvement réellement d'éleveurs comme ça qui veulent s'installer dans des territoires où jusqu'ici il n'y avait pas d'élevage, quoi, où l'élevage est une activité nouvelle. Oui, alors moi j'ai pas la vision à l'échelle nationale, mais j'ai un peu travaillé quand même en Île-de-France avec notamment l'association Agrophile qui accompagne la réintroduction de l'élevage. Et donc oui, il y a des bergers qui essayent de réintroduire l'élevage. Il y a parfois des céréaliers qui reprennent des troupeaux. Donc ça impose d'autres contraintes. Donc c'est pour ça que l'idée là, c'est vraiment de capitaliser sur les atouts de chacun et de créer des complémentarités. Alors Marc, pour le regard de l'économiste sur ces jeux sérieux, à quoi vous voyez quelle utilité pour cette technique? Solène, je pense, a déjà souligné beaucoup d'intérêt en termes de participation, en termes de simple simulation également. Il y a des versions de jeux sérieux pour les agriculteurs où il s'agit d'être vraiment dans une immersion où on gère une exploitation. Mais aussi, comme ça a été évoqué, il y a cette idée qui est intéressante d'adoption de nouvelles pratiques, puisque ça permet de mettre en situation des agriculteurs dans une situation sans conséquences réelles, mais quand même assez bien simulée, assez bien représentée pour prendre en compte les facteurs les plus importants, et de se risquer à se lancer dans l'adoption, par exemple, d'une agriculture un petit peu moins intensive, et de voir au fur et à mesure les impacts à la fois sur les résultats de l'exploitation, mais aussi sur l'environnement autour de soi, et de simuler également du long terme, puisque pour les agriculteurs, il peut parfois être un frein, ça peut être de ne pas arriver à se représenter les gains à très long terme, ou du moins à moyen long terme, d'un changement de pratique. Donc ça, c'est vraiment un atout du jeu. Un autre atout que nous, économistes, on apprécie également, c'est de regarder le degré de coopération. En économie, on étudie souvent la capacité des acteurs à coopérer pour atteindre un objectif qui est bénéfique pour l'ensemble des acteurs. Et parfois, quand chacun joue dans son coin, on s'éloigne de cet optimum, comme on l'appelle en économie. En revanche, dès qu'on joue à un jeu sérieux, on va mettre les acteurs dans une situation où il faudra probablement, pour atteindre, eux, leurs propres objectifs, qui se mettent à coopérer. Donc ça, si nous, en tant que chercheurs, on l'observe, on peut regarder les modalités que prend cette coopération, à quel point il y a besoin ou pas de nouveaux outils de communication. Là, Solène le rappelait, ça permet de faire venir vraiment dans un même lieu, autour d'un plateau de jeu, des acteurs différents. Mais vous pouvez également faire ça de façon numérique, avec des jeux en simultané, où là aussi, vous pouvez avoir des acteurs de différents secteurs qui vont se retrouver à échanger. Et donc ça, nous, en tant que chercheurs, on peut l'observer parce que ça peut donner des intuitions sur les freins au changement de pratique et sur les freins à la communication. Et Solène, est-ce que ce n'est pas aussi un moyen d'éviter qu'il n'y ait qu'un seul acteur qui prenne tous les risques, l'agriculteur par exemple? Oui, donc là, sur ce type de jeu, pour l'instant, on l'a utilisé essentiellement avec des éleveurs et des céréaliers, mais dans la suite, on aimerait pouvoir impliquer une plus grande diversité d'acteurs pour que chacun se rende compte des contraintes en fait, qu'il y a à la mise en place de ce type de pratique. Et dans le jeu aussi, une des règles, c'est que la personne qui joue le rôle de l'éleveur et qui prend la décision de déplacer le troupeau à chaque tour, ce rôle-là est joué à tour de rôle. Donc ça permet d'avoir un espèce de petit jeu de rôle dans le jeu et de vraiment se mettre à la place de l'éleveur et de comprendre les contraintes. Très bien. Il y a un graphe là, Marc, qui m'a beaucoup surpris. Peut-être qu'on peut le montrer sur le nombre de travaux à partir de jeux sérieux dans la recherche. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Puisque vous nous expliquez cette augmentation très forte de travaux à partir de jeux sérieux en agriculture. Oui, vous l'avez déjà mentionné tout à l'heure, donc c'est un dispositif, le jeu sérieux, qui est très à la mode, à la fois dans la recherche, comme le fait ma collègue avec Oviplaine, mais également dans des perspectives, par exemple, de formation, pour transmettre des connaissances ou pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, simuler des situations. Et à ce titre, ça a pris beaucoup d'ampleur. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a un recensement en 2021 des jeux sérieux en agriculture, où il y avait à peu près une centaine de jeux disponibles, dont 90% sont des jeux analogiques, donc des jeux sous forme de plateau. Et il y a 10% qui sont des jeux numériques. Ces jeux numériques, ils peuvent prendre... Oui, merci Véronique, si tu peux mettre la slide juste d'avant. Donc les jeux numériques, ils peuvent
prennent la forme en fait d'un simulateur de fait sans se considérer comme un jeu Ça, sérieux. c'est l'augmentation des jeux sérieux en agriculture. Oui, donc vous voyez, à partir du début des années 2000, une hausse. Alors, c'est pas le nombre de jeux ici, hein, ce sont les publications scientifiques fondées sur des jeux, mais qui vous montrent la place grandissante que ça prend dans les processus de formation et de recherche. Et donc, un exemple de jeu numérique, donc c'est ce jeu Segae. Si tu peux venir à la slide juste précédente, Véronique, comme ça, voilà, vous verrez cette vraiment exercice de simulation qui se déroule dans le temps aussi, puisque là, vous voyez, on est à l'échelle 5. Donc moi, quand j'ai joué, ma ferme, elle a malheureusement tombé en faillite à l'année 5, parce que j'étais un peu trop ambitieux sur le passage au bio rapide. Ça m'a permis justement tout de suite de bien comprendre, grâce à l'objectif un peu ludique, mais de bien comprendre que les contraintes qui pèsent sur une exploitation, elles sont multiples et on ne peut pas juste, en un claquement de doigts, décider de changer complètement de pratique. Donc ça, je pense que c'est très intéressant quand des acteurs, comme le disait Solène tout à l'heure, des acteurs qui ne sont pas forcément des acteurs du secteur, comme moi ou comme des étudiants que l'on veut initier à ces problématiques, peuvent aussi jouer à ce jeu. Très bien, on va peut-être passer à la troisième partie. Justement, donc c'est un petit peu qu'est-ce que ça produit en fait le jeu sérieux auprès des acteurs. Solène, quand on a un certain nombre de... Combien il y a de personnes d'ailleurs autour d'une table de jeu en moyenne? Pour ce jeu-là, on peut avoir entre 5 et 10 personnes autour de la table. Et qu'est-ce que ça produit ? Par exemple, il y a un doctorant qui travaille avec moi qui s'appelle Valentin Clerget qui l'a utilisé récemment dans la Marne avec des céréaliers quasiment tous bio et un éleveur qui fait déjà du pâturage chez ces céréaliers mais qui souhaite tripler la taille de son troupeau. Et donc l'idée c'était de simuler qu'est-ce que ça donnerait avec un troupeau beaucoup plus grand. Donc on a pu tester ça et on va certainement y retourner au mois de juin pour faire le prévisionnel du calendrier de pâturage pour l'année prochaine. C'est un exemple concret. Exemple, d'accord. Mais autrement, dans les rapports, qu'est-ce que vous constatez, vous Est-ce que les gens, d'abord, sont acteurs, vraiment? Est-ce que c'est une méthode qu'ils intègrent, qu'ils adoptent? Oui, déjà, même vous, votre réaction en voyant les petits pions, je suis sûre que vous avez envie de venir voir de plus près. Donc oui, l'idée, c'est de faire quelque chose d'assez attrayant et on voit dans les ateliers qu'ils sont quand même assez investis, que vraiment, en plus, souvent, c'est leur parcelle, donc ça permet d'avoir une représentation un peu différente, de partager une même image à un temps T d'un territoire, de se mettre à la place des autres, d'avoir un objectif commun, en ayant quand même, bien sûr, des règles, sinon ça ne marche pas. Mais du coup, c'est quand même quelque chose qui fonctionne assez bien. Ça a quand même ses limites, il ne faut pas jouer pendant 3 heures parce que ça reste un jeu sérieux, donc on se fatigue, mais ça fonctionne plutôt bien. Et ça se termine par un bilan général, une réunion où on tire les conclusions? Oui, on fait toujours un débriefing. Donc déjà, le but, c'est d'aller le plus loin possible avec le troupeau dans le temps, de consommer les ressources présentes et d'aller, généralement, on se fixe une période au début du jeu. Donc le but, c'est déjà d'aller jusqu'à la fin. Si on y arrive, si on n'y arrive pas, ensuite on débriefe et on essaye de tirer des conclusions et de dire qu'est-ce qu'on fait après. Est-ce qu'on se revoit, comme là on va le faire avec ce collectif dans la Marne? Est-ce qu'au contraire ça ne peut pas marcher? Pourquoi? Et donc on essaye de mettre à plat pour avoir des conclusions et d'identifier les prochaines étapes. Alors une question à vous deux, peut-être à Solène d'abord et puis à Marc après. Où sont les blocages exactement? Où est-ce que ça bloque? Là, ce qu'on peut voir avec l'utilisation de ce type de jeu, c'est que les blocages, ils peuvent être bien sûr techniques, parce que parfois, c'est pas possible de rentrer dans la parcelle pour pâturer parce qu'il a plu, le sol n'est pas assez portant. Mais il y a aussi beaucoup de verrous organisationnels, parce que c'est compliqué de s'entendre. Qui va venir poser les clôtures? Qui va venir surveiller le troupeau? Qu'est-ce qui se passe si les moutons fuient? Donc c'est très très concret. Hein. Donc oui, c'est Marc qui fait le truc avec un peu plus de recul et moi je fais le concret. Mais oui, du coup, il peut y avoir des verrous à la fois techniques et organisationnels et c'est difficile de prendre les deux en compte et je pense que les jeux peuvent permettre ça. Les filières, notamment, elles sont organisées sur un certain nombre de produits, elles sont difficiles à changer. Oui, et en plus de ça, une fois qu'on a résolu et qu'on voit à peu près comment s'organiser techniquement et de manière organisationnelle, il y a bien sûr l'intégration dans les filières.
ou dans lesquels il y a aussi beaucoup de verrous, parce que, par exemple, ce type d'élevage, il n'y a pas de label pour valoriser le fait qu'on ne va pas tuer chez son voisin, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de... Voilà, c'est difficile à valoriser, il n'y a pas de visibilité. Donc après, dans les filières, ça peut être aussi compliqué de le valoriser. Marc? Oui, alors je vais peut-être compléter avec la perspective Une seule santé, One Health, dont je parlais tout à l'heure, puisque là aussi on est sur du blocage, donc à une échelle un petit peu plus large, à savoir, on l'a vu ensemble, hein, cette approche One Health, elle est vraiment intuitive, donc la réaction à la fois chez les chercheurs comme chez les citoyens et les acteurs même de la santé humaine, animale ou environnementale, ça pourrait être de dire, ça paraît logique d'agir de façon concertée. Donc cette question des blocages, elle est vraiment très mystérieuse. Nous, on est en train de mettre en place un programme de recherche, justement, pour essayer d'identifier ces blocages en France, avec une analyse qui va être une sorte d'analyse de sociologie des organisations, pour voir comment, entre 3 ministères, donc environnement, agriculture et santé, hein, selon les appellations qu'ils ont en fonction des gouvernements, entre ces 3 ministères, pourquoi est-ce qu'on a finalement assez peu de communication et très très peu de coopération. Là, les bonnes nouvelles récentes, c'est qu'aujourd'hui, il y a un groupe de travail qui s'appelle le groupe Zoonose qui a été mis en place pour que des acteurs des 3 ministères se retrouvent de façon régulière pour discuter de risques de zoonose d'une manière intégrée, donc avec cette approche One Health. Et ça, c'est quelque chose de très récent. Donc ça nous montre à quel point on part de loin en termes de coopération sur cette approche intégrée. Donc les blocages, ils sont là. D'autres blocages sont des blocages également de formation. Il y a eu en France, depuis cette année, la mise en place d'un cycle de formation professionnelle qui s'appelle l'Institut One Health, qui est la première fois où on va réunir des acteurs de différentes santé pour les former à l'approche One Health dans différents contextes, et donc leur donner tout de suite l'opportunité de discuter avec des collègues qui sinon sont un peu lointains à cause de l'organigramme ministériel ou même à l'échelle des collectivités locales où la communication n'est pas toujours évidente non plus. Et justement, dans le cadre de cette formation que donne l'Institut One Health, nous, un groupe de chercheurs, on est en train d'envisager l'idée de leur proposer un jeu sérieux qui permettrait de les faire jouer. Alors là, pas sur des thématiques agricoles directement, mais sur des thématiques de réaction face à une zoonose, par exemple. Mais une gestion de crise, quoi. Gestion de crise, exactement, avec un petit temps avant pour voir si on peut investir dans de la prévention également. Et comme l'a dit Solène tout à l'heure, avec cet intérêt de faire jouer par certains acteurs le rôle d'autres acteurs. Ce qui permet à ce moment-là une vraie prise de conscience et de dire si mon collègue au niveau de l'agence régionale de santé, il ne voulait pas débloquer tel moyen, en fait, ce n'est pas vraiment parce qu'il est antipathique, c'est juste parce que lui, il a d'autres contraintes, mais que j'ignorais jusqu'à ce jour, et maintenant je les comprends mieux, comme on fait ici quand on prend en compte les contraintes dans une exploitation agricole. Et vous utilisez des techniques de modélisation également. Comment est-ce que ça intègre dans vos recherches, de modélisation ? Alors, la question de la modélisation en économie, c'est une question très large, parce que ça peut prendre des formes très variées. C'est vrai que l'approche par le jeu peut avoir des liens avec certaines approches de modélisation. Notamment, il y a une méthode qui, elle aussi, est plutôt à la mode depuis une quinzaine d'années en économie, qui s'appelle la méthode à base d'agents, où on va simuler le comportement d'un grand nombre d'agents. Ça peut être des agriculteurs, ça peut être des acteurs de santé, ça peut être des individus qui s'exposent à un risque sanitaire. Et on va les faire réagir un grand nombre de fois à différentes situations. Et ensuite, on en tire un enseignement un peu statistique pour voir quels sont les comportements qui vont revenir le plus. Et ça, cette démarche de modélisation, nous, elle nous intéresse en tant qu'économistes parce que même si la réalité peut être différente, ça va quand même nous montrer quels sont les paramètres les plus importants qui vont déterminer des comportements. Et donc ensuite, on va dire, tiens, nous, on peut intervenir sur ce paramètre. Si le problème, c'est qu'il faut mettre une subvention à tel mécanisme de coopération, essayons de le faire dans la réalité grâce à ce qu'on a pu observer sur notre modélisation. Alors, il y a un secteur dont on n'a pas parlé, c'est le consommateur, le citoyen. Comment est-ce qu'on arrive à intégrer justement là, parce que là, il y a des changements effectivement structurels dans l'agriculture, mais en fait, l'agriculture, c'est avec des consommateurs. On parlait de label tout à l'heure. Le label, c'est bien vers le consommateur qu'il est orienté. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer, quand on fait ces jeux de rôle, quand
comment les intégrer, cette dimension? Oui, on peut travailler avec des jeux de rôle en intégrant les consommateurs pour se rendre compte des pratiques qui sont mises en place ou pas mises en place et pourquoi. Essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, essayer de comprendre que ça coûte finalement, que ces productions peut-être un peu alternatives ont un coût. Alors après, derrière, bien sûr, ça pose la question de l'accès à ces productions, à ces produits. Donc ça peut être parfois compliqué, mais je pense que ce type d'événement, ça contribue aussi, le fait de communiquer sur ces jeux sérieux, avec qui on travaille, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les pratiques. Ça peut refaire le lien aussi avec le consommateur. Après, c'est vrai que moi, personnellement, je ne travaille pas sur des jeux qui les impliquent, mais c'est une piste de réflexion. Marc, sur cette question de la consommation, chez les économistes, c'est une question importante. Oui, alors c'est vrai que sur les questions de santé publique dont je parlais tout à l'heure, la consommation peut avoir un impact aussi quand il y a des risques qui sont liés à la consommation. Mais je vais rebondir sur ce que disait Solène sur cette idée que le jeu sérieux, c'est aussi un moyen d'attirer l'attention sur des problématiques. Donc ici, des problématiques d'allocation de l'espace entre élevage et agriculture. Pour la dimension une seule santé dont je parlais tout à l'heure, c'est donc ces problématiques de santé interconnectées. Et je pense que c'est vraiment un support qui est, comme on l'a vu, à la fois ludique, facile à présenter, qui va renouveler l'intérêt des consommateurs citoyens pour ces questions-là. Et le cadre One Health dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un cadre qui, j'en suis assez convaincu, peut être source d'une narration, d'un récit qui peut emporter un petit peu les citoyens avec nous dans la démarche de l'interconnexion du vivant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à une époque où, malheureusement, on le voit dans certains pays, l'environnement passe au second plan, voire est carrément oublié ou ignoré. Vilipendé, voire. Ou du moins ceux qui le défendent sont effectivement parfois même attaqués. On sent bien que la notion de développement durable, qui a été un petit peu le souffle pendant les années 90 de ce rapport à l'environnement, elle s'essouffle un petit peu aujourd'hui. Les gens, ils y réagissent moins. Pour moi, le concept une seule santé, dans la mesure où il fait un lien direct entre notre santé égoïstement en tant qu'humain et puis les santé du vivant autour de nous, il pourrait peut-être nourrir un récit de transition auquel les gens adhèrent un petit peu plus si on y met derrière les moyens institutionnels, politiques, et surtout si on arrive à l'opérationnaliser d'une manière concrète pour qu'on voit bien l'apport de cette approche-là. Et je pense qu'avec les jeux, c'est une façon de l'illustrer aussi de façon claire. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand même, on en est. Enfin, la plupart des gens ne connaissent pas du tout ce concept, donc on a un vrai blocage, un vrai problème de diffusion. Oui, je pense que les gens, ils auront besoin de voir, les citoyens auront besoin de voir des actions concrètes pour voir l'intérêt en fait du concept. Je pense que c'est pour ça que je parlais de la résistance aux antibiotiques. La résistance aux antibiotiques, c'est un vrai problème de santé publique majeur qui devrait nous inquiéter. Il y a beaucoup d'autres choses qui nous inquiètent malheureusement. Et aujourd'hui, pour la plupart des citoyens, c'est assez difficile d'appréhender les effets à moyen terme de cette surconsommation d'antibiotiques et d'être conscient que ça se joue aussi sur les trois santé. Donc si on arrive à communiquer là-dessus, que ce soit via les jeux ou le cadre One Health en général, je pense que ce sera un progrès. Quel avenir vous voyez à cette technique ? Comment vous la voyez évoluer ? Comment vous la voyez se diffuser, utiliser à plus grande échelle ? Est-ce qu'il y a des secteurs justement agricoles où elle pourrait être utilisée? Et puis les territoires aussi. Vous avez une telle variété de territoires, il faudrait quasiment un jeu par territoire, non ? Oui. Alors on l'a dit, c'est vrai que c'est en plein développement. Et en plus, et ce qui répond aussi à la question précédente de la consommation et de la communication, c'est que c'est beaucoup utilisé dans les formations de plus en plus, parce que ça marche aussi bien que dans des collectifs d'agriculteurs. Ça donne envie, ça permet de s'impliquer et de comprendre des problématiques concrètes. Donc, par exemple, nous, on l'utilise beaucoup dans les cursus agricoles. On va le développer aussi dans les BTS, dans les lycées agricoles. Pour l'instant, c'est surtout les écoles d'ingénieurs, les masters. Mais voilà, ça permet aussi de contribuer au développement et de former les jeunes à ce type d'outils.
Et donc, voilà. Alors après, est-ce que l'idée, là, c'est aussi de mesurer l'impact derrière, on en a un petit peu parlé, pour voir finalement qu'est-ce que ça permet de changer dans les territoires, et en fonction de voir est-ce que c'est ce type d'outil qu'il faut continuer de développer, ou est-ce que l'impact est limité, est-ce qu'il faut le coupler à de la modélisation, comme on en parlait, et comme nous, on va le faire aussi, puisque forcément en voyant ça, je sais pas vous, mais moi j'étais un peu tentée de simuler à l'aide d'un modèle tous les itinéraires possibles et de voir qu'est-ce qui est optimisé en fonction de quoi. Donc ça on le fait avec des collègues d'une autre UMR. Donc je pense que voilà, il faut encore développer les recherches là-dessus et discuter de l'impact que ça a. Donc multiplier les possibles, quoi, multiplier les scénarios, faire de l'imagination en quelque sorte. Oui. Ouais. Marc ? Non, juste pour compléter, comme tout nouvel outil, ce qui est important, c'est également de mettre en place des procédures d'évaluation. Et ça, il y a une littérature qui se développe pour créer des indicateurs, des outils pour mesurer l'efficacité du jeu. Et d'un point de vue pédagogique, donc pour l'instant, on a une grille qui permet de voir si le jeu a fonctionné en termes d'objectifs pédagogiques, si les connaissances sont bien passées et les retours des acteurs là-dessus. Donc là encore, pour un développement efficace et utile de ces jeux, il faut continuer à développer aussi des outils d'évaluation en parallèle. Ça, c'est l'économiste qui parle. Eh ben, on va passer aux questions dans la salle. Si vous avez des questions, justement, c'est l'heure. Voilà. Est-ce qu'on... Attendez. Non, je ne bougez pas. Bonjour, alors j'avais une petite question déjà qui m'est venue justement quand vous parliez de l'utilisation du serious game. Est-ce que le serious game, vu que ça simplifie un peu les choses et permet de bien comprendre les enjeux, pourrait être un outil de compréhension, de faire comprendre aux politiques plus facilement les enjeux justement liés à tout ce qui est production agricole ? Je pense que oui, je pense que... Après, je connais pas toutes les formes d'utilisation, donc je pourrais pas vous donner un exemple concret, mais je pense que oui, ça permet vraiment, en tout cas, de partager une représentation commune, d'avoir un objectif commun, avec un cadre, bien sûr, qui est réglé, parfois d'inclure des jeux de rôle à l'intérieur, donc de se mettre à la place, de voir les problématiques très concrètes, et à la fin, le débriefing, du coup, de prendre du recul, d'en tirer des conclusions, et de peut-être, du coup, déclencher qu'est-ce qu'on fait, du coup, pour la suite. Et ça fait partie de notre rôle ou du rôle de différentes associations agricoles qui ont travaillé avec nous là-dessus, d'accompagner ce déclenchement et de passer aux étapes suivantes. Donc je pense que oui, ça peut être des outils, parmi d'autres certainement, mais qui sont intéressants là-dessus. Une autre question ? Dans ces serious games, est-ce que vous prenez en compte les aspects plutôt santé, du coup, santé humaine par exemple? Moi je pensais plutôt que l'aspect antibiotique ou polluant, l'aspect de la qualité de la nourriture par exemple, puisque généralement des produits qui vont être intensifs, notamment de l'élevage, etc., ça va se retrouver, on peut se retrouver avec certaines substances dans la nourriture, etc. Est-ce que ces aspects-là peuvent être pris en compte dans les serious games? Donc dans Segae, par exemple, il y a des indicateurs qui vous permettent de suivre un petit peu les différentes variables de votre exploitation. Véronique, je ne sais pas si tu arrives à passer la slide d'après. Je ne suis pas sûr qu'on le voit sur l'exemple que j'ai capturé, mais parmi les indicateurs, il y a un indicateur sur la valeur nutritionnelle de ce que vous proposez. Donc là, ici, c'est pour vous montrer tous les paramètres que vous pouvez changer. Et ensuite, vous avez un accès à une sorte de bilan qui vous dit, et il y a une dimension valeur nutritionnelle. Donc effectivement, ça fait partie des choses à prendre en compte. Et je suis d'accord avec vous, c'est quelque chose aujourd'hui dont il faut également parler parce que l'agriculture intensive qui produit des fruits et légumes dont la valeur nutritionnelle a beaucoup baissé sur les 30-40 dernières années, c'est également quelque chose à prendre en compte. Solène, je ne sais pas si tu as quelque chose... Oui, j'étais en train d'imaginer un jeu, du coup. Non, mais par exemple, on pourrait avoir comme objectif final d'optimiser la qualité
en fonction de critères qu'on détermine à l'avance. Et on se dit, ces critères, comment on les atteint ? Ça dépend certainement de ce que vont manger les animaux, est-ce qu'ils sont dehors, pas dehors, à quel moment. Et donc, du coup, d'avoir un jeu collectif où on essaye d'optimiser la ration. On va lui faire manger ça plutôt que ça. Du coup, on gagne des points. Enfin, voilà, on peut imaginer des choses là-dessus. Et peut-être que ça existe déjà. Et c'est peut-être sûrement le principe là-dessus. Après, il faut faire attention au niveau de complexité. Plus on va complexifier, plus on va peut-être perdre les gens, plus ça va être difficile d'entrer dans le jeu, de jouer, ou alors ça va être long. Il y a des jeux qui nécessitent des phases de modélisation à part, où du coup on fait ensemble, on retourne au bureau, on fait nos petits modèles, et puis on revient. Donc ça, voilà, il faut prendre ça aussi en compte. Bien, d'autres questions, madame ? Bonjour, merci de cet exposé. Est-ce que vous m'entendez là ? Oui. Une question, vous avez dans ce jeu, qui donc est essentiellement pas simple, mais simplifié, puisqu'il s'agit... vous avez neutralisé le cadre juridique, qui n'apparaît absolument pas. Il est évident que dans la décision d'un acteur économique, le cadre juridique national et européen n'est pas tout à fait neutre. Il est même essentiel. Sans complexifier à l'excès les jeux, est-ce qu'il y a une manière, comme de même que la qualité nutritionnelle du produit, est-ce qu'on ne peut pas réintégrer de bonne foi, sans parler de politique, l'incentive, je ne sais plus comment on dit en français, mais le côté, les incitations à produire telle ou telle production, dans telle et telle condition, qui sont fournies par l'Europe, on va être clair, et par les retours européens. Voilà, pour essayer de rendre encore plus concrète l'approche des différents professionnels, même si on fait un jeu de rôle. C'est-à-dire que même si je me déguise en pâtre des montagnes, je sais que telle production est aidée, pas une autre. Donc voilà. Est-ce qu'il y a cette possibilité d'une prise en compte du cadre juridique ? Oui, alors là, c'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'on peut faire plein de scénarios et en fait, à la fin, on va buter contre un mur. Donc en fait, justement, l'idée du jeu, le but, c'est pas de jouer en tant que tel. Enfin, effectivement, il y a l'objectif de faire cet itinéraire, mais le vrai objectif, c'est de créer de la discussion autour des freins et des leviers à mobiliser et donc de prendre en compte le cadre juridique qui est toujours en tête. Et donc, c'est une excuse pour discuter de ça. Et nous, derrière, on va venir apporter des supports. Donc, par exemple, on n'est pas allé jusqu'au cadre européen, mais on avait des exemples de contrats types entre éleveurs et céréaliers qu'on pouvait fournir si jamais ils voulaient avoir un exemple concret, ou alors peut-être pas signé à la fin du jeu, mais l'idée c'est d'avoir des personnes ressources ou des supports autour pour apporter ce cadre-là si besoin. Et effectivement, sur cette question des interactions culture-élevage et du pâturage chez les autres, il y a des flous juridiques qui sont très importants. Donc ce jeu, il a été développé dans différents projets. Et le projet là qui se termine, c'est le projet qui s'appelle Interagis Plus. Et il y avait toute une tâche dédiée à clarifier ce cadre juridique. Et donc maintenant, ils ont fait un guide qu'on va pouvoir nous remobiliser dans le jeu. Très bien. Oui, une autre question ? Oui, madame ? Bonjour, merci pour toute votre présentation. J'ai une question qui rejoint un peu votre question. C'est... sur le jeu CAGAI que vous avez fait, Marc, comment vous avez... l'indicateur de viabilité, il m'interroge, c'est quoi les critères et en lien avec justement les subventions de la PAC, est-ce que vous avez pris ça en compte selon les productions comment vous calculez cette viabilité ? Alors, pardon, je m'excuse si jamais c'était pas clair, mais ce jeu Segae, ça fait partie des jeux que j'ai identifiés pour vous les présenter aujourd'hui. J'ai pas du tout participé à son développement, donc je peux, comme j'ai dit, j'ai juste joué et perdu. Donc, en termes de viabilité, là encore, je vous encourage vraiment à y aller parce que, vous pouvez même y aller directement là. C'est en accès libre et gratuit. Ça aussi, on l'a pas mentionné, mais c'est vrai que, alors c'est moins direct sur les jeux analogiques, mais sur les jeux numériques. Autour des jeux sérieux, la plupart des initiatives sont faites avec des jeux qui sont libres, d'accès pour les enseignants comme pour les utilisateurs lambda. Et
c'est seulement si on veut faire une utilisation commerciale du jeu via une formation payante, par exemple, qu'il faut rémunérer les développeurs. Et donc vous avez des bases de jeux qui sont de plus en plus grandes. Il y a l'éditeur qui font des jeux, donc je ne vais pas les mentionner là maintenant, mais il y en a beaucoup qui travaillent là-dessus. Et donc c'est facile d'aller tester soi-même. Et donc sur Segae, comme vous l'avez dit, il y a des indicateurs de viabilité qui sont vraiment multidimensionnels. Donc il y a le côté économique, le côté... Alors là, je me souviens plus si la question des subventions, mais qu'effectivement assez crucial, joue ou pas. Le côté social en termes de nombre d'employés, de leurs conditions de travail. Le côté bien-être animal également. On ne l'a pas mentionné, mais c'est vrai que c'est une dimension qui est intégrée dans Segae et dans un autre jeu aussi, Roots for Tomorrow, ça s'appelle, où la question du bien-être animal est présente. Donc c'est tout à fait possible encore d'étendre. Et ce qui est intéressant avec Segae, c'est que vous avez différents niveaux. Donc vous pouvez jouer une version très simple qui vous permet de vous familiariser avec le mécanisme. Et puis ensuite, vous allez petit à petit sur des exploitations plus complexes avec plus de dimensions à gérer, ce qui vous permet de prendre en compte d'autres indicateurs. Et Segae, c'est uniquement à l'échelle d'une exploitation, ou est-ce que ça peut être plus territorial, des interconnexions entre voisins ? À ma connaissance, moi, du test que j'ai fait, c'est sur une exploitation. Après, vous avez une exploitation dans différents contextes. Ça aussi, c'est intéressant. Sur Roots of Tomorrow, c'est le cas aussi. Vous pouvez être dans un contexte de milieu aride, par exemple, pour vous encourager à changer vos pratiques, pour vous adapter à des ressources hydriques plus rares, ou au contraire, dans d'autres contextes d'agriculture. Ça, c'est une question qu'on a oublié de poser tout à l'heure. C'est... est-ce que justement la question du changement climatique, des modifications des systèmes hydriques, d'assèchement des champs, etc., est-ce que c'est une question, justement, quand vous faites les jeux sérieux sur le terrain, qui est prégnante, qui est importante ? Oui, ça peut même être à l'origine d'un atelier, puisque on a des éleveurs qui, par exemple, n'ont plus assez de ressources à l'échelle de leur exploitation à cause des rendements qui sont de plus en plus variables, des sécheresses, etc., ou des années humides comme en ce moment. Et donc, l'idée, c'est de dire je suis plus autonome sur ma ferme, je veux pas baisser la taille de mon troupeau, donc je vais voir chez mes voisins si je peux aller pâturer. Une autre question ? Oui. Je voudrais savoir comment vous gérez, parce que j'ai observé les acteurs, je l'ai enregistré, je construis une paradigme, mais il a une participation inégale, une statut hiérarchique inégale, représentation qui sont inégales. Comment vous gérez cette variété des acteurs et la prise des jeux, prise de décision, c'est-à-dire que certains acteurs contribuent qu'une décision qui est acceptée ou n'est pas acceptée, il est dans certains sujets, il promeut certains sujets, les acteurs qui ont un statut social qui est élevé. Bon, oui, je suis psychosociologue, donc je travaille pas mal dans le milieu agricole. Et peut-être je ne suis pas tout à fait dans votre domaine. Je dirais que déjà pour préparer le jeu, on fait des enquêtes en amont auprès de tous les participants. Et donc là, on essaye de déjà comprendre un peu quel est leur intérêt, comment est-ce qu'ils fonctionnent, quelles sont leurs pratiques, leurs objectifs individuels et pour le collectif. Et donc on essaye de le prendre en compte et après dans l'animation le jour J, de faire attention à ça et aux différences qu'on peut avoir. Après, comme ça a été pour ma part essentiellement utilisé entre éleveurs et céréaliers, on n'avait pas non plus une très grande diversité, donc on n'a pas encore été confronté à ces problématiques, mais c'est sûr qu'il faudra le prendre en compte. Si je comprends bien votre question, il y a le risque que des acteurs s'imposent de façon à cause de leur statut. Voilà. Alors c'est là où justement le jeu sérieux est un outil de concertation et de participation vraiment intéressant, parce que qui dit jeu dit règles. Et les règles, c'est vraiment une composante fondamentale de l'outil, parce que dès lors que vous exposez à tout le monde les règles avec lesquelles le jeu va fonctionner, vous assurez qu'il n'y aura pas un acteur qui prendra le dessus ou qui pourra influencer...
sont déjà observés, inclus dans vos observations. Oui, Parce si le qu'on jeu... code. Non, mais Moi, bien, j'ai codé. bien évidemment, si le jeu est bien modélisé, si vous êtes un agriculteur qui possède une exploitation extrêmement grande avec un grand nombre d'employés, donc vous avez un poids qui vous permet de prendre des décisions, ça sera, si le jeu est modélisé correctement, ça sera pris en compte, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est ensuite de faire changer de rôle, comme Solène le rappelait tout à l'heure, et de mettre un petit exploitant à la place du grand exploitant et le grand à la place du petit pour qu'il voit les points de vue un peu différents. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y a une question sur... Alors, une question sur le chat. Savez-vous si des collectifs d'agriculteurs engagés dans la transition agroécologique utilisent des jeux sérieux? Et si oui, avez-vous des exemples à nous partager? Oui, je pense, mais toujours avec un animateur ou un conseiller, quelqu'un qui va venir accompagner la mise en place du jeu, la préparation en amont et l'identification des prochaines étapes. Ça, c'est beaucoup fait en recherche. Si ça vous intéresse, il y a notamment la thèse de Rebecca Etienne qui a accompagné plusieurs collectifs, enfin le même collectif avec l'AOP de Fond de Montbrison. Mais en tout cas, cette question-là, elle pose vraiment la question de l'animation parce que ça prend quand même du temps de préparer tout ça, de créer un jeu ou alors de l'adapter, de le mettre en place, de se mettre d'accord pour trouver une date, de s'adapter si tout le monde ne peut pas venir finalement. Donc c'est quand même mieux dans les collectifs d'avoir quelqu'un qui va venir accompagner l'utilisation du jeu et mesurer les impacts ensuite par la suite et accompagner le collectif dans les étapes suivantes. Très bien. Je crois qu'il n'y a plus de questions voilà. Sinon, dans la salle, oui, monsieur. Oui, une petite question sur la conception des jeux. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la manière dont on conçoit un jeu? Si quelqu'un veut construire un jeu sérieux de A à Z, comment il doit s'y prendre? Quels sont les éléments techniques, scientifiques nécessaires? Du coup, je me base toujours sur mon cas spécifique, mais donc ce jeu-là, par exemple, il a été créé à la demande, entre guillemets, d'un berger qui voulait s'installer en Île-de-France et qui voulait s'installer sans terre. Et donc on s'est dit, il y a déjà ce jeu-là, il est inspiré notamment, je ne l'ai pas mentionné, mais d'un jeu qui s'appelle Dynamix, qui permet aussi de créer des interactions à l'échelle d'un territoire. Donc on a fait une très grosse adaptation de Dynamix. Et on est allé voir les acteurs, les céréaliers potentiellement intéressés, le berger. Donc on a conçu un peu autour de son cas tout en essayant d'être un peu générique parce qu'on savait qu'on allait vouloir le réutiliser. Et donc ça, c'est une stagiaire qui a fait ce travail-là pendant à peu près 3-4 mois. Ensuite, on l'a testé entre nous, on l'a mis en place avec les acteurs et nous, on a ensuite travaillé avec d'autres stagiaires pour l'adapter à chaque fois à des territoires différents. Après, cette stagiaire-là, elle a ensuite repris l'exploitation de son oncle et elle a pris une troupe de moutons. Donc elle était particulièrement motivée, efficace, elle était vraiment super. Voilà, peut-être que ça pourrait être un peu plus long, mais un stage nous a vraiment aidé à créer ce jeu, par exemple. Je me permets de rebondir sur... Solène a expliqué qu'ils sont partis d'une version d'un jeu qui préexistait. Ça, c'est aussi important, là encore, dans la perspective de sciences ouvertes dont je parlais tout à l'heure. Pour les jeux numériques, par exemple, l'éditeur avec lequel nous, on travaille, donc, qui est une association à but non lucratif, Games for Citizens, ils ont un ensemble de modules qu'ils ont déjà développés pour différents jeux. Et dans le cadre de justement cette approche ouverte, ils mettent ces modules à disposition pour qu'on puisse développer un nouveau jeu sur une thématique un peu différente, avec une mécanique de jeu un peu différente, mais qui permettent de ne pas partir de zéro et donc d'avancer plus vite, ce qui est un mécanisme, on va dire, de co-construction qui est assez intéressant. Une question, c'est nouveau, oui. Puisque le sujet qui est développé aussi ici, c'est le concept de One Health, comment est-ce que c'est pris en compte dans les jeux sérieux ou est-ce que ce serait plutôt à préparer plus tard le côté justement lien avec l'environnement et les maladies qui peuvent en provenir et les moyens entre guillemets durables de lutter contre ça, je sais pas, en réinstallant des prédateurs, des interactions positives entre les plantes et les animaux, etc.
Est-ce que ce genre de choses est déjà pris en compte ou c'est encore trop complexe pour être mis en place dans un jeu sérieux ? Alors, je n'ai pas une connaissance de jeux sérieux qui aille jusqu'à la modélisation de, on va dire par exemple, des comportements des animaux sauvages qui ensuite aient des conséquences sur la santé humaine. En jeu sérieux lié à l'approche One Health, il y a un petit jeu qui a été fait sur les maladies vectorielles à tiques, qui sont là aussi des maladies émergentes qui vont de plus en plus nous préoccuper, et qui s'appelle Gothics, à laquelle j'ai pas pu jouer, donc je peux pas vous en dire plus, mais si j'ai bien compris, on était quand même sur des mécanismes plutôt simples. Nous, notre ambition sur le projet qu'on développe, c'est d'avoir un module, on va dire, animaux sauvages, puisqu'on sait que c'est là où on a des réservoirs qui vont se faire soit de bactéries, soit de virus, donc bactéries pour la maladie de Lyme ou virus pour l'encéphalite à tique. Là, je reste sur les maladies à tique. Et en fonction des comportements des chasseurs sur ces populations-là, en fonction des types de régulation qu'on peut avoir en mettant des barrières ou en limitant certains espaces, on va avoir effectivement des conséquences sur le risque de transmission à la fois par piqûre de tique directement quand vous vous promenez en forêt, et également le risque de transmission à des animaux. Donc là, on retombe sur l'élevage avec les piqûres des chèvres et la transmission de l'encéphalite à tique, par exemple, via le lait de chèvre contaminé. Une autre question? Bon, oui. Excusez-moi, je suis arrivée un peu en retard, donc j'ai peut-être loupé la présentation. Est-ce qu'il existe une version française en français? Parce que là, évidemment, moi, je n'ai pas de problème pour comprendre, mais Crop Egg System et tout ça, est-ce qu'il existe des versions françaises? Oui, je suis à peu près certain que oui, parce que ça a été développé par l'INRAE et d'autres collègues français. Donc je suis à peu près certain que oui. Je ne sais pas sur lequel j'ai cliqué qui a fait que c'était en anglais, mais effectivement. Très bien, merci beaucoup. On va s'arrêter là. Véronique, un petit mot de conclusion. Un petit mot de conclusion pour remercier les deux intervenants qui se sont prêtés à ce petit jeu de vous rendre... de rendre leur recherche, je vais dire, accessible au plus grand nombre et de sortir du laboratoire. Merci encore à vous deux et puis merci beaucoup aux auditeurs qui sont présents dans la salle. Donc on recommence une autre session au mois de mars, au 11 mars, si mes souvenirs sont bons, autour de, on va dire, la comptabilité économique, l'idée de dire, de prendre en compte au sein des entreprises et des organisations l'environnement directement dans la comptabilité. Donc ça se passe toujours ici et ça sera en hybride bien sûr. Donc pour ceux qui sont venus, vous avez la chance, pardonnez-moi, d'assister et de venir déjeuner avec nous à l'étage supérieur derrière le bar. Donc à très bientôt. Merci beaucoup à tous et merci encore Loïc, Solène, pardon, et puis Marc, et puis à très vite pour une autre session. Merci.